Alors, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les collaborateurs, contribuables associés, vous remercie chaleureusement de votre présence à notre 69e rendez-vous parlementaire du contribuable, consacré aujourd'hui à l'un des sujets qui revient souvent dans le débat public, les opérateurs d'État et les autorités administratives. Dans ses études, interventions médiatiques ou à l'Assemblée nationale, Contribuable associé n'a cessé d'alerter les décideurs depuis des années sur le manque de transparence et de décision sur ce thème. Ces structures protéiformes sont souvent la cible des Français qui y voient avec raison l'incarnation d'une organisation de l'État souvent erratique. L'IGF l'a souvent répété, la croissance des agences est opérée sans plan d'ensemble, au coup par coup, en fonction des besoins des différents gouvernements, et nombre de satellites a été multiplié sans compter, sans architecture. D'ailleurs, à chaque discours de politique générale, les premiers ministres se succèdent et évoquent des mantras. Le premier, c'est l'impérieuse nécessité de maîtriser notre dette. Elle continue malheureusement à grimper jusqu'à atteindre aujourd'hui 3 300 milliards d'euros. Deuxième mantra souvent évoqué, c'est mettre fin à l'inflation normative. Grâce à l'outil en ligne que Contribuable associé a développé et mis à jour tous les mois, viginorme.fr, les Français peuvent voir que depuis 25 ans, les codes ont explosé en termes de nombre de mots, mais aussi que plus de 350 000 mots ont été ajoutés aux 77 codes législatifs depuis la nomination du gouvernement de François Bayrou, le 13 décembre 2024. Et troisième mantra, c'est justement la rationalisation des agences d'État. Pourtant, là aussi, trop peu d'efforts ont été réalisés. Les opérateurs d'État et les autorités indépendantes remplissent des missions d'intérêt général, souvent cruciales, principalement financées par des fonds publics. Mais ils sont souvent au cœur des débats, simplifiés ou imprécis, où manque une véritable analyse opérationnelle avec des indicateurs clés. Ce nouveau rendez-vous parlementaire, auquel nous avons comme toujours convié l'ensemble des députés de la Nation, est l'occasion de vous livrer les résultats auxquels est parvenu le chef d'entreprise engagé Pierre Danon dans une note pour Contribuable associé. Il a réalisé un travail minutieux, analysé les données budgétaires officielles de ces structures de 2017 à 2023. Sans tuer le suspense de son intervention, le résultat est sans appel. Les opérateurs d'État et les autorités administratives sont, pour paraphraser la Cour des comptes lorsqu'elle parle du budget de la sécurité sociale, hors de contrôle budgétaire. Le poids financier de ces magmas de structures, à peu près plus de 150 milliards. L'État dépense trop, collecte trop. Penser que des économies peuvent être réalisées sans toucher de manière conjuguée à l'État, aux collectivités locales, à la sphère sociale ou encore aux satellites de l'État relève de la tromperie. Sur ces derniers acteurs, la ministre des Comptes publics l'a annoncé. Des économies de l'ordre de 2 ou 3 milliards sont un objectif. Même si son intention est louable et sa détermination affirmée, il faut aller plus loin. Les Français sont prêts à faire des efforts, mais seulement à condition que les fraudeurs soient poursuivis et que l'État et ses satellites et les collectivités locales en fassent autant. Mais pour ce faire, il faut une vision globale de la situation, et c'est la raison pour laquelle je remercie chaleureusement le ministre Hetzel de présider ce rendez-vous parlementaire, ministre qui est un ami de l'association, puisque c'est en tout cas, il a présidé un certain nombre d'événements que nous avons organisés, et il s'est affiché comme un défenseur vraiment déterminé, justement, d'une gestion économe de l'argent public. Donc je le remercie chaleureusement de présider ce rendez-vous, et je remercie aussi naturellement Pierre Danon qui va nous exposer justement les lignes directrices de son étude, et je laisse la main bien sûr à Monsieur le Ministre. Merci beaucoup Monsieur le Directeur Général, merci pour ces mots et ces propos introductifs. Évidemment, je ne serai pas très long puisque l'objectif c'est que nous puissions évidemment échanger avec Pierre Danon. Je voudrais évidemment en profiter d'abord pour saluer l'ensemble de l'assistance, les collègues députés présents ainsi que leurs collaborateurs. Vous remercier en tant que contribuables associés, parce que vous faites un travail remarquable maintenant dans la durée, à la fois pour mettre la focale sur un certain nombre de sujets qui sont essentiels. La seule chose, mais ça n'est évidemment pas de votre fait, c'est qu'un certain nombre de préconisations que vous effectuez régulièrement ne sont pas suffisamment reprises par les gouvernements successifs, et on ne peut évidemment que le déplorer. J'en profite aussi pour accueillir mon ami Pierre Danon, chef d'entreprise, mais qui, là en l'occurrence, s'exprime aussi en tant que rédacteur d'une excellente note sur les opérateurs de l'État et des autorités indépendantes.
parce que on voit bien qu'il y a une sorte de frénésie au fil du temps, en réalité, pour développer eh bien, de nouveaux opérateurs, de nouvelles agences, et en fait, on a l'impression que l'État ne s'arrête pas. Et en réalité, comme cela a été aussi dénoncé par la Cour des comptes, ces opérateurs qui se développent, en réalité, contribuent aussi parfois à contourner un certain nombre de règles. Alors, il y a des raisons pour lesquelles l'arrivée d'agences de l'État, ça peut avoir du sens, parce que ça peut permettre parfois aussi une plus grande agilité que ce que peuvent faire des administrations ou des administrations centrales. Mais encore une fois, il faut que derrière, eh bien, il y ait un véritable pilotage qui soit effectué. Je vois dans la salle des collègues qui s'intéressent par exemple à ce qui se passe au ministère de la Justice. Eh bien, ayant été pendant pratiquement une décennie rapporteur du budget spécial de la justice, je n'ai cessé de dénoncer, je dirais, la faible capacité d'action d'un opérateur du ministère de la Justice, en l'occurrence l'APIGE, qui est l'agence pour l'immobilier de la justice, qui avait été créée justement pour faire en sorte que l'on puisse rénover évidemment les tribunaux et créer de nouvelles prisons et rénover les prisons. Force est de constater que entre les objectifs affichés et la réalité de l'action concrète de l'opérateur pour tenir les objectifs du programme justice, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un écart. Et en réalité, lorsque l'on prend un certain nombre d'opérateurs et un certain nombre d'agences de l'État, on se rend compte que ces problèmes sont récurrents. Donc, il faut s'attaquer à cela. Encore une fois, merci à Contribuables d'associer, d'avoir mis la focale sur le sujet, et merci à Pierre Danon d'avoir fourni à travers sa note des éléments qui permettent de faire des propositions concrètes, et j'espère que les collègues présents cet après-midi se saisiront aussi, feront leur miel de ce travail réalisé, parce que nous devons là aussi en profiter pour poser des questions écrites, poser des questions au gouvernement. Le débat budgétaire qui va s'ouvrir à l'automne, eh bien, il faudra que nous nous saisissions de ces éléments pour interroger les différents ministres concernés, et Dieu sait qu'il y a du travail en la matière. En tout cas, merci à nouveau, et sans tarder, je passe la parole à Pierre Danon pour qu'il puisse nous exposer ses conclusions et ses préconisations. Merci Monsieur le Ministre, cher Benoît, merci beaucoup Mesdames et Messieurs les députés de me donner un peu de temps, de m'accueillir. Effectivement, c'est un sujet qu'avec mon équipe on a beaucoup travaillé. Ça nous a pris 6 mois, hein. On n'a pas fait vite fait, parce qu'on entendait toute chose et son contraire sur le sujet des opérateurs et des agences de l'État. Donc on s'est dit qu'on voulait déjà comprendre et déjà diagnostiquer avant de communiquer et de partir sur des solutions qui ne sont pas forcément les bonnes. Alors effectivement, au vu de ce que vous trouvez dans le rapport, notamment tout simplement l'évolution des dépenses des opérateurs, alors on est opérateur et agence, haute autorité. On n'est pas, il y a des périmètres plus larges, qu'on appelle les comités Théodule, etc. Nous, on s'est vraiment concentré, il y a 434 opérateurs, il y a 24 ou 25 hautes autorités. On s'est vraiment concentré sur ces entités parce qu'il y a quand même des rapports qui arrivent à l'Assemblée. Ils sont présents dans un certain nombre de documents budgétaires, et donc on pouvait avoir de la matière pour travailler et essayer d'établir quelque chose qui tienne la route. Ce qui est quand même vraiment frappant, vous l'avez page 15 du rapport, c'est que, effectivement, comme l'a dit Monsieur le Ministre, c'est complètement hors contrôle. Enfin, dans une entreprise, ce serait incroyable. Pendant la durée de la présidence d'Emmanuel Macron, ces dépenses seront montées de 51 milliards à 95 milliards en 7 ans. De 51 milliards à 95 milliards, à périmètre ajusté, hein, c'est pas
On n'a pas ajouté des choses, c'est à périmètre ajusté, 51, 95, ça représente 9% de croissance de dépenses par an. Ça s'appelle une cavalcade, ça s'appelle une chevauchée. Enfin, 9% par an. Ça amène à presque doubler la dépense. Donc effectivement, je pense qu'on peut dire que c'est hors contrôle. Et que ça coûte donc évidemment très cher, parce que moi je pense toujours que le déficit de l'ensemble des finances publiques, c'est 175. Donc quand on trouve un truc qui a cru de 45, on se dit, dis donc, il y a un suspect. Il y a quelque chose qui a contribué assez nettement à la création du déficit de 175. Alors, nous, on est arrivé à des conclusions qui ne sont pas forcément celles qui sont dans le grand public, mais qui sont intéressantes. On est très, vous comprenez, on est très concentré sur l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et là-dessus, certainement, comme le disait Patrick, vous pouvez beaucoup aider à l'action. La première des choses, j'en ai 4, la première des choses, c'est que cette croissance est essentiellement due à la croissance des dépenses d'intervention. Il y a des dépenses de fonctionnement, on va y revenir tout de suite après, mais l'essentiel de la croissance, 30 milliards, c'est l'évolution, la croissance des dépenses d'intervention, qui sont des dépenses discrétionnaires. Alors, vous allez me dire, c'est des politiques publiques. Donc c'est le gouvernement qui décide. Mais en fait, ces opérateurs et ces agences sont chargés de mettre en œuvre. La moindre des choses, c'est qu'on regarde un peu l'efficacité de ce qui a été fait. Je vais prendre juste 2 exemples, les gros paquets. France Compétences, 15 milliards du PIC, plan d'investissement dans les compétences, 15 milliards sur la période, c'est quand même un peu de sous. Pour un objectif d'ailleurs qui était plutôt compréhensible. Il y a effectivement un déficit de compétences en France, il est crucial, et donc essayer de faire en sorte qu'on arrive à combler une partie de ce déficit, c'est un très bon objectif qui n'est pas discutable. 15 milliards, vous avez peut-être vu le récent rapport de la DARES, donc au bout de 7 ans de pic, la DARES a conclu, c'est public, efficacité 0. Pas efficacité un peu, efficacité 0. C'est dans le rapport de la DARES. Et les administrateurs de France Travail ont souvent demandé tout au long de la période d'exécution, mais comment on fait pour mesurer? Vous êtes en train de distribuer de l'argent, comment vous pouvez nous dire que ça sert à quelque chose? Et l'opérateur a très souvent refusé d'analyser l'efficacité. Et il a fallu attendre l'intervention de la DARES. Au bout de 7 ans, l'argent étant pratiquement complètement dépensé, pour nous dire efficacité 0. Donc sur les 30 milliards, il y a 15 milliards qui n'ont servi à rien. À rien du tout. C'est quand même un peu choquant. Le deuxième plan, et je m'arrêterai là, c'est tout ce qui est rénovation de l'habitat. Il y avait un moment qu'on sentait que ça n'allait pas, que ces DPE étaient curieux, que ces rénovations énergétiques étaient inefficaces. Bon, c'est tellement vrai que maintenant ça a fait un scandale, ça a explosé, et on a dû faire une pause. Mais l'argent est dépensé. L'argent est dans les 50 milliards d'augmentation. Et c'est la première des choses. Et je pense que par rapport aux finances publiques, c'est ce qui est, je ne dirais pas le plus facile, mais c'est ce qu'on peut toucher tout de suite. Nous, dans les entreprises, on appelle ça les dépenses discrétionnaires. C'est-à-dire celles sur lesquelles on peut dire stop. Et une des manières de dire stop, c'est le budget base zéro. C'est de dire toutes les dépenses d'intervention, je les reprends à zéro et je me questionne sur leur efficacité. Bon, à chaque fois qu'on fait ça, qu'on passe une râpe avec ça, c'est pas un rabot, c'est une tronçonneuse. Et on enlève tout ce qui, de manière presque évidente, n'est pas efficace, ne rapporte rien. Et donc c'est pour ça que dans les économies que nous suggérons, on suggère 14 milliards d'économies sur les 95, et il y a 10 milliards de dépenses d'intervention
on pense vraiment, on est passé de 11 à 30, mais en 2020, nous étions toujours à 20. Même en 2021, nous étions à 20 milliards de dépenses d'intervention des opérateurs de l'État. C'est pas il y a si longtemps que ça. C'était après le Covid. Et donc, on peut raisonnablement penser qu'un grand coup de budget base zéro permettrait, non pas de revenir à 2017, vous voyez, c'est pas sanglant, c'est revenir à quelque chose d'un peu plus raisonnable, un peu moins, quoi qu'il en coûte. Donc ça, c'est la première constatation, c'est celle qui, à mon avis, devrait conduire à la plus forte mobilisation et à des actions immédiates. Quand je vois qu'on cherche 40 milliards, il y en a beaucoup qui sont là. Ils sont là, ils sont sur la table. Et il suffit d'avoir le courage politique de dire on arrête, ça ne va pas, ça ne sert à rien, et donc on fait une pause et on reprend l'exercice. La deuxième chose, ce sont les dépenses de fonctionnement. Et là, ce qui est assez frappant, donc les dépenses de fonctionnement, c'est essentiellement personnel et fonctionnement courant. Ce qui est assez frappant dans le rapport, c'est qu'il y a beaucoup d'agences et d'opérateurs qui sont très bien gérés. C'est ça qui est frappant. Si vous prenez au niveau des hautes autorités, vous allez trouver l'ARCEP, l'ARCOM, l'AMF, c'est remarquablement géré dans les chiffres. Il n'y a vraiment pas d'ambiguïté. Ce qui est frappant, donc, c'est la dispersion. C'est le fait qu'il y a eu vraiment des croissances, et vous les avez dans certaines des pages. Il y a des gens, il y a des opérateurs qui ont réagi vis-à-vis de nous en nous disant « Non mais c'est pas possible, c'est faux, ça peut pas faire ça par an. Vous avez fait ça sur les 7 ans. » On leur a dit « Non, 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 ça c'est par an. » Et donc ces croissances sont, alors là, véritablement hors contrôle. On se demande ce que fait la tutelle. On se demande ce que fait la tutelle. On se demande ce que le ministre en charge de la tutelle et ses équipes ont fait pour contrôler ça. Non pas pour contrôler qu'on passe de 3% à 4%, mais pour contrôler qu'on passe de 3 ou 4%, qui est, disons, le rythme assez fréquent des dépenses de l'État, et qu'on passe de 3 à 4% à 12%. Il y a quelqu'un qui doit à un moment donné tirer la sonnette d'alarme et dire « c'est pas possible, c'est pas possible ». Et il y a des moyens de management qui sont des moyens assez classiques, hein. On peut, à mon avis, quand on a la tutelle, dire « Eh bien, cette année, vous ne recruterez personne. » Voilà, c'est tout. Vous vous débrouillerez. Vous avez des départs en retraite, ben vous ne les remplacerez pas, et vous allez réorganiser vos équipes pour essayer de trouver un mode de fonctionnement. Vous allez ne pas renouveler vos CDD. Il y a des tas de méthodes qui permettent d'aller assez vite sur, notamment, les dépenses de personnel. Vous avez aussi des méthodes que moi j'utilise régulièrement, qui sont des méthodes, vous ne pouvez pas aller au-dessus du point d'indice. Voilà. Attention à vos promotions, attention à vos glissements, mais ça coûte beaucoup plus que 3-4%, ça coûte 6-7%, et il y a donc des méthodes, et on est vraiment éberlué que ça ait pu continuer pendant 7 ans sans que quelqu'un, et notamment Bercy aussi, tire la sonnette d'alarme. En faisant cette étude, on était 3 à la faire, ça nous a pris 4 mois ou 5 mois. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas 3-4 personnes intelligentes à Bercy qui sont capables de faire ça et de montrer au ministre, voilà ce qui est en train de se passer. Ça, c'est la deuxième constatation. La troisième constatation, c'est, je pense qu'en matière de finances publiques, la communication, c'est un désastre. C'est toujours un désastre. Alors là, il y a quelque chose, ça y est, c'est dans l'air du temps, alors il faut sortir quelque chose tout de suite. Alors on dit, on va faire des fusions. Pas forcément une bonne idée, hein. Nous, on en a regardé 2 des fusions. Les 2 sont des catas. Les 2 ont augmenté les coûts. Non pas diminué les coûts, les 2 ont augmenté les coûts. Et j'entends dire, mais j'ai pas fait l'étude, que sur l'affaire du nucléaire, les 2 agences du nucléaire qui ont été fusionnées, j'entends dire que la tendance est celle-là aussi. Donc la fusion, c'est pas forcément une bonne idée. La moindre des choses, et par exemple, Clément Beaune qui est en train de faire France Stratégie et le commissariat au plan, ben, au moins la musique que j'entends, c'est petit, mais enfin,
c'est aussi ce que disent souvent nos grands responsables, c'est trop petit, je m'en occupe pas. Ça, c'est une erreur fatale. Quand on veut faire des économies, on s'occupe de tout. Hein, souvenez-vous que le général de Gaulle payait ses timbres. Parce que c'est une question de valeur, c'est pas une question de montant, c'est une question d'état d'esprit par rapport aux économies. Et Clément Beaune, il annonce qu'il veut faire moins 12% sur la somme France Stratégie, commissariat au plan. Ben, je dirais que c'est un bon début. Ok, c'est un bon début. Alors après, il va falloir faire qu'il le fasse. Mais n'empêche que c'est un bon début. Et ça ne démarre pas comme ça parce que les fusions, c'est quoi? Les fusions, ce sont des synergies. Ce sont des doublons. Hein, c'est de dire on fait 2 fois la même chose, donc on pourrait ne le faire qu'une fois dans une seule structure, ça ferait des économies. C'est une idée tout à fait acceptable, elle est légitime. Mais ce qu'on oublie à chaque fois, c'est qu'il faut aligner les salaires. Et qu'à partir du moment où on aligne les salaires, eh bien, l'économie qui est faite dans les synergies est très souvent complètement cannibalisée par les ajustements de salaire, le coût de la fusion. Et donc, la moindre des choses, ce serait d'avoir un plan, lorsqu'on décide de faire une fusion, d'avoir un plan. C'est pour ça que quand la ministre a dit qu'elle allait faire ça d'ici à la fin de 2025, moi je dis chiche, ça ne marchera pas. Et si elle essaye de le forcer, eh bien on aura de nouveau des désastres, comme donc des augmentations de coûts. Donc moi je pense qu'avant la fusion, et c'est vrai aussi dans plein de domaines de finances publiques, ce qui est vraiment frappant pour un œil, on ne peut plus dire que je suis un œil extérieur parce que ça fait 10 ans que j'y suis, donc au bout d'un moment on commence quand même à comprendre un peu ce qu'on fait. Ce qui est vraiment frappant, c'est l'inflation des compétences attribuées, qui se sont attribuées. Je ne sais pas si vous savez ça, mais j'ai découvert que les départements, qui sont des entités qui se plaignent souvent d'un problème budgétaire, dépensent 1 milliard d'euros par an aux aides aux entreprises. Complètement hors compétence. Complètement hors compétence. Mais on s'attribue la compétence, même si on n'a pas une compétence générale, on s'attribue la compétence parce que c'est du pouvoir, parce que c'est aussi plus légitime de la réponse aux administrés. Hein, voilà, il faut faire quelque chose, bon ben je vais le faire moi. Et le résultat, c'est que vous avez, et c'est vraiment frappant, par exemple dans le domaine de la santé, des agences de la santé, vous avez un enchevêtrement de compétences qui est absolument inouï. Et ça vient du fait que chaque agence s'est attribuée par, on dirait presque par osmose, des compétences qui en fait étaient attribuées aux voisins, et ça a créé, par exemple, entre les 2 agences nucléaires, c'est ça qui s'est passé. Et au bout d'un moment, plus personne n'y comprend rien parce qu'on a 2 agences qui font la même chose, ou qui font en partie la même chose. Et là, de nouveau, on peut se dire, mais que fait la tutelle? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas à ces agences, non, tu ne peux pas faire ça? Ça n'est pas dans ton périmètre. Personne ne les arrête. Personne ne bloque l'inflation. Si déjà, on arrivait à reclarifier toutes les compétences et à les attribuer de manière claire et de manière ferme, je pense qu'on aurait beaucoup d'économies. Et avant même les fusions, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça à faire. De nouveau, c'est de la volonté politique, c'est de la fermeté. En entreprise, on appelle ça du management, mais c'est quand même faisable. Et c'est faisable sans que ça prenne 2 ans avec des sujets juridiques compliqués, etc. Donc, nous, on dit, avant même la fusion, il y aura des fusions, il peut y avoir des fusions, et c'est une très bonne chose. On dit, 1, il faut les préparer, et 2, il faut, avant même de faire les fusions, clarifier les compétences. Parce que quand on aura clarifié les compétences, on s'apercevra que c'est peut-être pas la peine de fusionner les 2 agences, parce que finalement, on a restauré leur périmètre. Il y aura aussi probablement, mais pas tant que ça, mais il y en aura, des retours dans le giron de l'État. Avec les 434 opérateurs et les 24 hautes autorités, eh bien, on voit bien que dans beaucoup de cas, notamment au niveau des préfets, dans les régions ou dans les départements, on ne sait plus qui décide quoi. Il y a une dilution entre à la fois les services déconcentrés de l'État, les collectivités locales,
les différents opérateurs, la présence locale des différents opérateurs, c'est devenu incompréhensible. Ça joue beaucoup sur la complexité, ça joue beaucoup sur le fait que nos entreprises ou nos administrés ont un mal de chien à obtenir un chemin vers quelque chose qu'ils souhaitent. Même si ce qu'ils souhaitent est parfaitement légitime, ça va prendre, en moyenne, ça peut prendre 2 ou 3 ans pour créer un site industriel, alors que dans nos voisins, chez nos voisins, c'est moins d'1 an, en règle générale. Donc voilà, c'est le 3e sujet qui nous est apparu comme très fort. Le 4e sujet, c'est un sujet, moi, qui me tient toujours beaucoup à cœur, c'est la gouvernance. Je pense que si on veut réussir dans le management, il faut avoir une gouvernance des sujets. Or là, manifestement, la gouvernance est très largement, très souvent, complètement absente. Déjà, vous avez des opérateurs, notamment ceux du ministère de la Culture, qui ne remontent même pas leur rapport. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, ça me choque profondément. Ils reçoivent de l'argent de l'État, ils n'ont même pas la décence de faire un rapport, qui est un rapport légal, et personne ne leur dit, moi, personnellement, je dirais, pas de rapport, pas de subside. Tu m'envoies ton rapport, tu auras ton argent. Mais en tout cas, tu dois m'envoyer ton rapport. Le 2e point, c'est ce qu'on a repéré, c'est que même quand les rapports sont là, les chiffres, j'ai vraiment de la peine pour les parlementaires, les chiffres sont rigoureusement incompréhensibles. On dirait que c'est fait exprès pour qu'on ne comprenne pas. On a dû vraiment, avec quelques ex-inspecteurs des finances, détricoter ce que vous avez pour essayer d'en faire quelque chose que vous avez sous les yeux, qui est, je peux vous le dire, juste. Hein. On a quelques opérateurs qui ont râlé, sont venus taper à la porte, tout ce qu'on a, etc. Ils sont retournés, vraiment, c'est absolument juste. Il n'y a aucun... Et vous pouvez, hein, poser autant de questions que vous voulez, vous verrez, c'est juste. Mais ça nous a pris énormément de temps pour retricoter. Donc on se dit, mais qu'est-ce que fait Bercy? Qu'est-ce que fait Bercy? Ça passe par eux. Est-ce qu'ils le lisent? Est-ce qu'ils le regardent? Est-ce qu'ils essayent de se poser des questions? Ils disent, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce chiffre-là? Ça ne tient pas du tout la route. Apparemment non, puisque ce que vous recevez, ce qui est dans les jaunes et dans les autres documents budgétaires que vous avez, ça ne tient pas la route. On a du tout recogé. Ça nous a pris 2 ou 3 mois. 3e point, et je terminerai par là, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il n'y a pas de contrat. On nomme une personne à la tête d'un opérateur. En général, les missions sont correctement définies. Enfin, en tout cas, à l'origine, elles sont correctement définies. Le nombre d'opérateurs qui ont un contrat d'objectif, contrat sur 3 ans ou 4 ans, il n'y en a pratiquement pas. Et ceux qui en ont un, le nombre de ces contrats qui ont été évalués par la Cour des comptes, alors là, c'est quasiment 0. C'est pas possible. Dans une entreprise, on a toujours un contrat avec nos business units, comme on dit. Toujours. C'est indispensable. On a un directeur général, on a un président, on lui dit voilà, t'as ça, t'as cette mission, voilà tes moyens, voilà ce que tu as à faire, voilà tes indicateurs de performance, et ben voilà ce que tu dois délivrer. Et en règle générale, on évalue ça tous les 6 mois, tous les ans, et puis quand ça dérive, eh bien au début on est gentil, on prend des actions correctrices, on cherche à aider, puis au bout d'un moment, si au bout de 3 ans c'est pas rempli, ben on remercie la personne, on lui trouve un autre job. Le fait que ça ne soit pas contractualisé est quelque chose qui pour moi est profondément choquant, et ça montre qu'on n'arrive pas à mettre une gouvernance. Pareil dans les collectivités locales, hein, il y avait une très bonne initiative qui s'appelait les contrats de Cahors, ça a été abandonné. C'est dommage parce que ça marchait plutôt pas mal. Et il y avait un très bon potentiel d'efficacité. Donc voilà, pour conclure, je pense qu'il y a beaucoup de travail. Nous, on considère qu'il y a 14 milliards à aller chercher, 10 milliards sur les dépenses d'intervention et 4 milliards sur le fonctionnement et le personnel, en utilisant... Comment j'ai calculé les 4 milliards? Ben, j'ai juste calculé, c'est très simple, hein. J'ai regardé tous ceux qui étaient vertueux, et il y en a beaucoup, et je me suis dit, qu'est-ce que ça aurait fait si les non-vertueux étaient alignés sur les vertueux? C'est
quand même pas, vous voyez, c'est pas moins 10%, hein. C'est, voilà. Et ça fait, sur les 7 ans qui se sont écoulés, ça fait 4 milliards par an qu'on a perdu parce qu'on n'a pas aligné les moins vertueux sur les vertueux. Donc voilà, 14 milliards, je pense que c'est jouable. C'est pas jouable sur le budget 2026. Ce qui est jouable rapidement, c'est les dépenses d'intervention. Les 4 milliards, ben, ça prendra 2 ou 3 ans à arriver. Mais si on a de la constance, je pense qu'on peut y arriver. Merci beaucoup Pierre. Je propose qu'on ouvre le débat donc, aux questions. Donc, je ne sais pas qui. Donc Hervé Despinaud, je vais tout de suite lui passer la parole. Merci Patrick. Alors tout d'abord, je tiens à signaler à notre honorable Assemblée qu'une grande victoire législative a été remportée il y a exactement 25 minutes, puisque le texte sur la simplification de la vie économique a été voté. Alors, ça n'est pas le grand soir, que le contribuable associé n'en fasse pas sa couverture pour tirer les conséquences définitives, mais moi je crois beaucoup à la théorie du coin dans la bûche. Ça y est, le coin a été mis. Même si le nombre de comités Théodule a été réduit, bien en deçà des espérances que nous aurions pu formuler, je pense que le mouvement est initié. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai retenu dans votre propos la notion d'efficience. Je crois qu'à partir du moment où on organise quelque chose, c'est toujours avec comme objectif que ce quelque chose produise un bien, quelque chose d'utile. Et nous avons pu constater qu'un certain nombre d'opérateurs et d'autorités indépendantes, en réalité, s'auto-alimentent pour justifier leur existence. Là, je pense, Patrick, que tu ne me contrediras pas là-dessus. Hein. On l'a évoqué dans le cadre des débats sur la simplification. En réalité, partant d'une réaction, c'est généralement un comité ou une autorité indépendante est créée en réaction à quelque chose, bien souvent un scandale, bien la machine va s'emballer, s'auto-alimenter et elle échappe complètement à leur créateur. Moi, je vais donner un exemple, et je n'engage que moi, c'est l'ADEME. Donc, cette agence qui, aujourd'hui, a des coûts de fonctionnement absolument délirants pour produire en réalité de la norme qui elle-même va devenir contraignante et alourdir la charge qui pèse sur les ménages, mais également sur les entreprises. Donc, je pense qu'on a un exemple topique de quelque chose qui pourrait être réformé. Alors, nous avions, un certain nombre de députés, demandé la suppression de l'ADEME. Ça n'a pas marché ce coup-ci dans la loi simplification. Et ça ne fait rien. Le point est mis dans la bûche. Nous espérons la réforme en sachant que certaines observations de l'ADEME sont pertinentes, mais je dirais que d'autres peuvent reprendre à leur compte à condition qu'ils s'inscrivent dans cette notion d'efficience. Ensuite, il ne faut pas balancer la totalité du bébé avec l'eau du bain. Moi, je suis moi-même président de la commission d'examen des pratiques commerciales. En tant que parlementaire, c'est statutaire, c'est un député qui préside cette commission. Nous avons un budget de 2 000 € par an et un demi-ETP de Bercy. Tous les gens qui participent aux travaux de cette commission sont totalement bénévoles. Bizarrement, ça produit quelque chose qui est repris entre autres par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a parfois à trancher des dossiers compliqués entre producteurs, distributeurs, transformateurs et distributeurs. Donc, voilà. Donc cette notion d'efficience, je pense qu'il faut aujourd'hui la dégager et en faire une vertu cardinale. Et dernier point, je suis assez quand même ému de venir à votre réunion, puisque quand j'avais 22 ans, je crois que j'étais un des premiers contributeurs à contribuer à l'associé, à l'époque de Bernard Zimmer. Le regretter. Le noix de Taffin, c'est mon père qui m'avait initié au cas de vérité et ensuite à contribuer à l'associé. Donc félicitations pour vos 35 années d'agitation, puisque c'est de l'agitation d'idées, vous dénoncez des scandales et de manière récurrente, et c'est très bien. Vous êtes un contre-pouvoir et continuez dans cette action. Merci. Je ne sais pas si Pierre Danon souhaite réagir, non? Je partage 100% le point de vue. C'est vrai que je réagis par rapport aux propos sur la contractualisation. C'est vrai que cela devrait être la base.
j'ai dans une vie antérieure été directeur d'administration centrale, je considérais qu'il était essentiel qu'entre l'État et ses opérateurs, il y ait un contrat d'objectifs et de moyens, avec une évaluation et éventuellement une renégociation d'ailleurs des objectifs. Et on voit bien que autrement, on ne pilote rien d'ailleurs, hein, parce qu'une tutelle, si elle veut piloter, elle doit se doter d'outils. Et l'outil de base, eh bien, ça s'appelle la contractualisation, parce que ça permet de se mettre d'accord en disant voilà, voilà ce que nous souhaitons. Mais si ce travail-là n'est pas fait en amont, bah, évidemment, le risque après de dérapage est d'autant plus fort. Je ne sais pas si d'autres collègues souhaitent intervenir. Oui, Philippe Gosselin. Oui, merci en tout cas de cette présentation et désolé d'arriver entre deux, presque à la fin, mais on est en commission des lois et j'intervenais sur le statut des élus locaux. Voilà, peut-être un sujet aussi qui peut être épidermique parfois, mais je salue l'engagement de nos élus locaux. Sans eux, je ne sais pas ce que feraient nos villes et nos communes, ça sera plus compliqué et ça coûterait beaucoup plus cher sans doute à gérer. Oui, une remarque sur ce qui a été dit et sur les conclusions, sur les rapports annuels, les bilans qui ne sont pas envoyés, c'est un élément effectivement. Et puis on a quand même en France une fâcheuse habitude à ne pas évaluer les politiques publiques. Alors ça fait partie officiellement de nos attributions parlementaires, c'est voter la loi, l'article 24 de la Constitution, voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Alors, on essaie de le faire, mais ce n'est pas nécessairement le point le plus fort, il faut le dire, de nos fonctions. Et les administrations centrales n'ont pas nécessairement non plus cette habitude. Donc on ajoute des strates supplémentaires, on crée, et l'objectif initial est souvent d'ailleurs pas nécessairement mauvais. Ça ne part pas d'une mauvaise intention, ça ne part pas d'un besoin qui n'existerait pas. On a souvent quelque chose qui a été identifié, et donc on y va, on crée, sans s'occuper de savoir si on a des doublons, sans s'occuper de savoir si les contrats d'objectifs, et je rejoins ce qui était dit tout de suite par Patrick, étaient remplis, dans la mesure où on n'a pas de contrat d'objectifs nécessairement, et on n'a pas d'évaluation. Donc, moi, je n'ai pas de difficulté à ce qu'on supprime largement ici et là un certain nombre d'organes, d'institutions, etc. Mais il serait bon, non pas de tout supprimer, moi je ne suis pas non plus pour que toutes les têtes tombent, on a un certain nombre d'administrations un peu déconcentrées qui parfois ont un rôle d'agence, on a aussi quelques autorités administratives indépendantes, je pense à la CNIL, c'est peut-être parce que j'y ai siégé que je suis plus prudent. On a besoin aussi d'avoir un certain nombre d'organes de ce type, mais c'est la culture de l'évaluation, la culture du bilan qui est plus qu'à parfaire, qu'il faut intégrer. Et ça serait déjà un premier point, effectivement, et puis que l'État compare parfois de tous les vices en disant qu'il est parfois trop puissant. Moi j'aurais tendance à dire que sur certains sujets, il faudrait mieux que l'État soit un peu plus puissant et qu'il ne se dépouille pas de certaines de ses fonctions qui pour moi sont plutôt proches du régalien, en tout cas des fonctions essentielles où il est plus important finalement que l'État garde le bras armé plutôt que de déléguer, surtout s'il y a délégation sans contrôle. Je ne sais plus qui disait, mais vous l'avez tous en tête que moi, qu'une grande confiance n'exclut jamais un petit contrôle. Je crois qu'il faudrait l'appliquer effectivement à l'ensemble des institutions, organes ou autorités dont on parle, et merci pour cette intéressante contribution. Je me permets de prendre la parole pour poser une question à Monsieur le Ministre, justement. Puisqu'on parlait de contrat d'objectifs, on sait qu'une partie non négligeable des opérateurs, ce sont justement des centres de recherche et des universités. Est-ce qu'il est possible de mettre en place justement des contrats d'objectifs avec des universités? Est-ce qu'il y a des indicateurs de résultats qui peuvent être mis en place avec ce type de structure? Oui, d'ailleurs, non seulement je réponds oui, mais ça existe. Après, il faut vraiment, entre guillemets, mettre le système sous tension. C'est-à-dire que, en réalité, si je prends cet exemple enseignement supérieur et recherche, je vais prendre la partie enseignement supérieur, eh bien, vous regardez dans l'architecture de l'État, c'est le programme 150. Un programme 150, c'est au sein de la MIRES, Mission interministérielle recherche et enseignement supérieur, c'est le volet enseignement supérieur. Eh bien, vous avez des objectifs
qui d'ailleurs sont définis au ministre et par voie de conséquence aux responsables de programme. Et ce sont des objectifs sur des taux de succès, sur évidemment de l'insertion professionnelle, etc. Et donc le rôle du ministère est de contractualiser avec les opérateurs de l'État, en l'occurrence les grandes écoles et les universités, pour décliner ces objectifs nationaux et agrégés établissement par établissement. Et après, il faut évidemment s'assurer que non seulement ce qui aura été négocié en termes d'objectifs avec l'établissement puisse être respecté. Et là où aujourd'hui, il ne se passe rien, c'est-à-dire que même quand tout ce travail-là est effectué, les établissements qui n'atteignent pas leurs objectifs, il ne se passe rien. Et c'est là où, évidemment, la limite est atteinte. C'est-à-dire qu'il faut non seulement contractualiser, mais il faut qu'il y ait, par voie de conséquence, aussi un dialogue de performance qui, à un moment donné, récompense ceux qui sont vertueux et puis sanctionne ceux qui, au contraire, ne tiennent pas les objectifs. Et donc, il faut, comme toujours, un système de récompense-sanction. Et c'est là où, tout à l'heure, Philippe Gosselin faisait référence à la culture de l'évaluation. Pour moi, une vraie culture de l'évaluation, c'est une culture où, à un moment donné, on va tirer un trait en disant voilà ce qui a été effectué. Et on attribue évidemment éventuellement des moyens supplémentaires quand les objectifs sont atteints, et au contraire, on sanctionne quand ils ne le sont pas. Et ça, pour le moment, c'est là où l'État a beaucoup de mal à faire, parce qu'évidemment, et c'est logique, il y a des freins à cela, et les opérateurs, évidemment, cherchent à tout mettre en œuvre pour justement ne pas mettre en œuvre ces contrats d'objectifs et de moyens. Donc il faut aussi, à un moment donné, il faut bien dire, doter l'État d'outils qui vont lui permettre de récompenser ceux qui vont dans le bon sens et de sanctionner ceux qui ne vont pas dans le bon sens. Et là, il y a encore des marges de progression, évidemment, sur ce point précis. Si je peux me permettre, là, Patrick, c'est un sujet qu'on est en train de travailler. En France, on a beaucoup plus de contrôle a priori que d'évaluation a posteriori avec conséquence. Ce qui fait que on paralyse l'action puisqu'on contrôle, que ce soit les collectivités locales ou les entreprises, on contrôle a priori pour être sûr que tout va bien. On paralyse donc l'action des acteurs et par contre, après, on n'évalue pas et même quand on évalue, il n'y a pas de sanction positive ou négative. Et un mouvement qui serait extrêmement positif, c'est un mouvement qui allégerait les contrôles a priori, mais qui renforcerait les évaluations a posteriori avec, comme tu le dis, éventuellement des systèmes de récompense pour les gens qui atteignent et des systèmes de recadre pour les gens qui ont dérapé. C'est fondamental, hein, c'est vraiment des règles, c'est des transformations dans les entreprises qu'on a fait il y a 40 ans et qui ont produit leurs résultats. Si vous pouvez juste vous présenter. Oui, Victor Schmar, je suis collaborateur de Philippe Lotieux, député du Var. Moi j'ai une petite question parce que je la vois pas dans votre document, c'est quels sont les opérateurs ou agences que vous envisageriez purement et simplement de supprimer, non pas pour des questions forcément d'efficacité ou de personnel ou tout, mais tout simplement parce qu'en fait on juge tout simplement la politique publique complètement superflue ou inutile. Est-ce que par exemple l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou le français de la biodiversité sont à ce point indispensables que la nation s'écroulerait si on les supprimait. On est d'accord, mais si vous me permettez, on vous laisse le travail. Parce qu'on était 3, et moi j'aime pas dire de bêtises. Il faudrait, pour évaluer ce genre de décision, il faut quand même aller un peu en profondeur dans les missions. Il faut avoir un rapport du conseil d'administration. Enfin, il y a un peu plus pour vraiment décider. Mais vous avez raison, les suspects usuels, on les connaît. Hein. Monsieur le député l'a dit, l'ADEME, c'est certainement un suspect. L'OFB, c'est certainement un suspect aussi. Donc voilà, on en a. Il y en a soit parce qu'ils servent à rien, soit parce qu'on peut les ramener dans le giron de l'État et que ce sera pas plus mal fait, voire mieux. Et puis il y en a qui sont nocifs. Et les deux que j'ai cités, avis personnel, sont plutôt nocifs.
Pour rebondir là-dessus aussi, on cite l'ANA. Bon, alors l'ANA, aujourd'hui, on voit bien l'un des dispositifs que l'ANA a été amené à gérer, c'est MaPrimeRénov', dont on parle beaucoup ces jours-ci. Mais en fait, on peut tous, dans nos circonscriptions respectives, nous rendre compte que c'est sans doute aujourd'hui le domaine dans lequel nous avons le plus de demandes de nos concitoyens parce que les dossiers ne sont pas suivis correctement par l'ANA. À tel point même que, et là ça atteint des sommets, lorsque l'on finit par pouvoir joindre l'ANA, on peut, et d'ailleurs même un collègue l'a mis par écrit récemment, il s'est adressé à l'équipe dirigeante de l'ANA en disant ça fait plusieurs courriers que je vous envoie en tant que parlementaire, et la réponse a été de dire eh bien nous ne répondons pas aux courriers des parlementaires. C'est-à-dire que, voilà, donc ça, et après, il s'étonne que l'on puisse, à un moment donné, assez légitimement, ici au Parlement, se dire, mais quel est le mode de fonctionnement d'un organisme comme celui-là? Alors évidemment, leur mission, c'est évidemment pas en premier lieu de répondre aux parlementaires, mais si les parlementaires écrivent, c'est parce que nous avons constaté des dysfonctionnements, et que nous mettons le doigt sur ces dysfonctionnements, et que des dossiers qui traînent plus de 8 mois pour des concitoyens qui sont en attente, évidemment, de versement de leurs subventions. Et là, il y a un vrai problème. Donc on voit bien que, comment dire, il y a à la fois la manière dont les deniers publics sont employés par ces agences et par ces opérateurs, et puis il y a le deuxième volet, c'est aussi la manière dont est organisée l'efficacité même du service public. Il y a d'ailleurs une charte de la qualité des services publics, et vous noterez que cette charte que les administrations centrales ou les administrations déconcentrées s'appliquent, eh bien, tous les opérateurs de l'État devraient, par voie de conséquence, aussi se les appliquer en termes d'accueil du public, etc., de réponse dans des délais, etc. Et ça n'est pas toujours le cas. Donc, en plus, on a, dans un certain nombre de cas, de la dégradation y compris de la qualité du service rendu. Alors, comme le disait Pierre Danon, il ne faut pas généraliser, hein, c'est pas quelque chose, c'est pas blanc ou noir, mais il y a des opérateurs où en réalité ces dysfonctionnements sont quand même assez conséquents. L'ANA en est une parfaite illustration. Pas de réponse dans un certain nombre de cas et des concitoyens mécontents parce que le service attendu n'est pas au rendez-vous. Pierre ? C'est notamment dans les solutions préconisées. On n'a pas parlé de la privatisation d'un certain nombre d'agences, notamment celles qui ont des ressources propres importantes. Je pense notamment à l'Opéra de Paris, je pense notamment à l'AFPA. Est-ce que ça serait une clé de lecture intéressante pour se dire, ben voilà, ces agences-là, on peut effectivement les libérer du joug de l'État parce qu'elles n'ont pas besoin d'argent public? Non, mais d'abord, hein, le financement privé sur l'ensemble de nos opérateurs, je ne parle pas des hautes autorités, parce qu'il n'y en a pas, mais sur l'ensemble de nos opérateurs, le financement privé est de 17%. Il était de 17% en 2017, il est de 17% en 2023. Ça veut dire qu'on n'a pas fait de progrès. Or, il y a, que ce soit le Louvre ou l'Opéra de Paris, ou même Chambord, qui a obtenu exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement autofinancés que ils sont devenus, alors je ne sais pas quel est le statut, mais en tout cas ils ne sont plus opérateurs de l'État puisqu'ils se sont émancipés. Et il y aurait, à mon avis, un gros travail à faire pour pousser nos opérateurs à essayer de s'autofinancer. En Angleterre, tous les eaux sont 100% autofinancés, il n'y a pas d'argent public dans les eaux, parce qu'ils ont cette culture de dire on rend un service, ce service a une valeur, ce service a un prix, on facture et on s'autofinance. On voit bien que la France est loin d'avoir emprunté ce chemin qui pourtant, dans certains cas, peut être un chemin plutôt vertueux. D'ailleurs, pour aller dans ce sens, pour revenir au secteur enseignement supérieur et recherche, depuis la loi de 2007, dite loi de liberté et responsabilité des universités, les universités ont la possibilité de créer des fondations.
Ces fondations permettent évidemment d'avoir du financement privé, évidemment, du secteur public. Eh bien, on se rend compte que bon, certains opérateurs, certaines universités se sont pleinement investis dans ce sens, d'autres n'utilisent quasiment pas l'outil. Et j'ai même envie de dire, enfin c'est un constat, certaines ne le font pas pour des raisons y compris idéologiques, partant du principe que, évidemment, lorsque des entreprises vont financer, alors que des garanties sont données, hein, c'est-à-dire que l'entreprise ne va pas intervenir directement dans les programmes, etc. Mais en réalité, il y a aussi des freins aujourd'hui, parce que parfois une entreprise dit ben, moi je suis prêt à financer la rénovation d'un bâtiment, la contrepartie, je souhaite quand même qu'on indique un endroit dans le bâtiment que ça a été fait par mon entreprise, quoi. Et même là, eh bien, il y a parfois des avis des conseils d'administration qui s'opposent à cela. Donc il y a aussi un travail à faire pour faire en sorte que eh bien, cela ne soit pas perçu comme étant un problème, mais bien au contraire aussi une manière de faire en sorte que, eh bien, il y ait des contributions du secteur privé pour financer évidemment des opérateurs de l'État. On va passer la parole à Thibault Bazin, qui, je le rappelle, est aussi rapporteur général du budget de la sécurité sociale et donc un député stratégique dans cette noble institution. Merci pour votre invitation. C'est un sujet d'actualité. Ça fait des années que vous en parlez. Ça a été mis en priorité sur la table l'été dernier quand il fallait chercher des économies. Depuis, on ne l'a pas fait. Parce qu'en fait, il ne suffit pas juste de décrire celles qui ont des augmentations de dotation. Il ne suffit pas juste d'écrire et de proclamer. Nous, on avait prôné un gel sur un certain nombre. On a fini par l'avoir dans la réécriture. Mais en fait, vous avez du financement de certaines agences par l'État. Vous en avez d'autres par l'assurance maladie. Et vous en avez d'autres par des taxes spécifiques qui les alimentent. Donc il ne faut pas avoir uniquement les budgets donnés par le budget de l'État. C'est beaucoup plus complexe même que les tableaux que vous avez amenés. Puisque d'une certaine manière, il peut y avoir des recettes fiscales, sociales, qui viennent alimenter un certain nombre d'opérateurs, qui ne sont pas forcément une dotation du budget de l'État ou de l'assurance maladie. On les a, hein. Non, pour vous rassurer, on les a. Ça, je sais que vous les avez, sauf que dans le tableau et les évolutions, telles que vous les mentionnez, on a des opérateurs qui bénéficient pour partie de dotation du budget d'État, parfois de l'assurance maladie, parfois d'autres organismes, et parfois en financement croisé, parfois en financement privé. Donc c'est encore plus complexe que ce qu'il y avait. Et une fois qu'on a dit ça, c'est quels sont les objectifs derrière. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a des opérateurs qui ont été parfois demandés par les citoyens. Parce qu'à un moment, il y avait une demande de plus de contrôle, de plus de régulation, d'expertise. Voilà. Sauf qu'on a des opérateurs et des agences qui se sont multipliés et qui font parfois les mêmes missions. Je vais prendre par exemple dans le domaine de la santé, que connaît aussi Josiane Corneloup. Vous avez plusieurs organismes d'État qui font des indicateurs de qualité. Vous avez plusieurs agences qui font des guides de bonne pratique. Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas rationaliser? Mais qui dit rationalisation veut dire qu'à un moment, vous allez avoir un organisme qui va reprendre un certain nombre de missions et peut-être qu'il va avoir des augmentations de crédit l'année prochaine. Il ne faudra pas leur tomber dessus. Parce que si ça permet d'en enlever beaucoup plus sur un autre opérateur, il faudra que sur les tableaux d'analyse, parce que c'est un peu un des biais quand on prend de manière brute les choses, sans forcément décrypter certaines rationalisations. Il y a eu des agences qui ont été supprimées ces dernières années et qui ont justifié des augmentations de crédit qui ne sont pas une somme parfaite de ce qui existait, mais un peu moins. Je dis ça parce que, par exemple, on a certaines agences qui sont le fruit de 5 agences qui ont été fusionnées. Si vous prenez l'Agence nationale de développement professionnel continu, qui bénéficie d'une dotation de l'assurance maladie, qui n'apparaît pas forcément en haut du spectre, mais qui bénéficie d'une... Ils sont là
avec des financements spécifiques sur la formation continue, notamment des professionnels de santé. Mais de l'autre côté, on a voulu monter en qualité dans nos EHPAD, dans nos hôpitaux. Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas, alors qu'on a de l'évaluation interne, de l'évaluation externe, du contrôle, du développement professionnel continu et des certifications, et notamment certaines de niveau européen, Patrick va pas... Hein, est-ce qu'à un moment, quand quelqu'un est contrôlé ou certifié, ça ne suffit pas et donc, il faut écrire le comment. Parce que souvent, c'est les citoyens qui ont demandé de générer toutes ces normes. Ce n'est pas toujours les politiques qui, le matin, se sont réveillés en disant il faut faire telle chose ou telle chose. Et donc, il faut aussi qu'on ne soit pas schizophrénique. Parce que parfois, et on le voit même dans les propositions de loi, on veut créer une agence pour améliorer une politique publique, et de l'autre, on veut rationaliser. Et donc, il faut aussi que les citoyens, là-dessus, soient, j'allais dire, cohérents dans leur demande entre je veux une plus d'efficacité, mais en même temps j'accepte qu'on le fasse avec moins d'agences. Et c'est tout un enjeu d'écrire le comment. Et en fait, il y a certaines mesures qui ne relèvent pas du budget de l'État, qui ne relèvent pas du budget de la sécurité sociale, parce que si on n'a pas des lois qui modifient le périmètre des missions, derrière, on ne pourra pas faire les économies attendues. Et donc il ne faut pas uniquement donner rendez-vous au PLF ou au PLFSS. Il faut des lois qui modifient les missions, parce que c'est la loi qui a donné ces missions. On le sait bien sur l'agence de biomédecine, avec un certain nombre d'enjeux éthiques, on le sait sur l'établissement français du sang. Quand il y a une belle PPL qui dit on va demander à l'établissement français du sang de prendre en charge des campagnes de promotion, derrière ça veut dire des budgets en plus. Est-ce qu'à un moment il faut qu'on soit vigilant là-dessus? Je dis ça parce qu'on a une responsabilité collective, c'est que souvent on multiplie les missions. Il faut juste qu'on s'assure que ça soit les mêmes opérateurs, que ça soit pas plusieurs opérateurs qui fassent la même mission. C'est important. Et pour réagir aussi là-dessus, c'est vrai qu'il faut aussi du courage politique, dans la mesure où, assez fréquemment, évidemment, ce n'est pas ce qui est en haut de la pile pour les ministres concernés, parce que, évidemment, c'est jamais facile quand on commence à parler de mutualisation, de gains de productivité, de regards différents sur la performance. Ces éléments-là, évidemment, nécessitent à la fois des changements culturels et de la gestion du changement. Donc c'est souvent assez chronophage, et donc ça nécessite aussi de pouvoir inscrire les politiques publiques elles-mêmes dans la durée pour y parvenir. Bon, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre participation à ce rendez-vous parlementaire. Donc vous l'avez compris, les solutions sont connues: encadrer la masse salariale, les budgets de fonctionnement, d'intervention, prévoir des fusions, rebudgétiser certaines agences, privatiser certaines d'entre elles. Et on imagine que ces échanges riches ne manqueront pas de se poursuivre au Parlement. Donc merci encore pour votre contribution. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir présidé cet événement. Merci, cher Pierre, d'avoir éclairé la représentation nationale des Lumières. Merci encore à tous d'avoir participé et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous du contribuable. Merci beaucoup.